RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Mesdames et messieurs, bonsoir et voici Mise au point, votre magazine sociopolitique qui va vous plonger, bien entendu, vous emmener au firmament de la connaissance, la vraie, qui va sortir un peu, vous sortir de l'obscurantisme, c'est-à-dire du manque de connaissances réelles des questions d'actualité. Ce soir, nous allons aborder justement cette question d'actualité qui est brûlante, les consultations politiques menées par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, pour la formation du gouvernement d'union nationale. Et la grande question est celle de savoir quelle est la place des organisations syndicales dans ces consultations. On reçoit tout le monde, toute la classe politique est reçue, tous les secteurs de la vie nationale, mais semble-t-il les organisations syndicales ou les syndicalistes ne sont pas reçus jusque-là. Ça pose problème. Est-ce qu'ils doivent impérativement être reçus? Est-ce qu'ils ont leur place? Est-ce qu'ils ont un mot à dire pour la formation du futur gouvernement? En tout cas, nous en parlons ce soir avec deux invités sur ce plateau. Le premier, Armand Ossassé, il est le président de l'intersyndicale de l'ONATRA et SCPT. Bonsoir, monsieur Armand. Bonsoir, monsieur Jacques. Et nous avons un deuxième invité, monsieur Raphaël Moukala. Il est l'expert du bureau de l'intersyndicale de l'ONATRA. Bonsoir, monsieur Raphaël. Bonsoir, monsieur le journaliste. Voilà, une première question, j'ai annoncé tout à l'heure, vous êtes des syndicalistes, donc la RDC est agressée par le Rwanda, une guerre qui dure depuis 30 ans maintenant. Quelle lecture vous en faites, monsieur Armand? 30 ans de guerre au pays, ça vous amène à quelle réflexion exactement? Est-ce que pour gérer les pays, il faut prendre les armes? Parce que quand vous prenez les armes, vous tuez vos frères, vos sœurs congolaises et congolais. Moi, je pense que nous condamnons fermement cette agression faite par les Rwandais et nous soutenons les présidents de la République parce que c'est que peut-être les gens oublient. Nous, Congolais, nous avons la chance d'avoir le président Tshisekedi à la tête du pays. C'est un nationaliste, comme Patrice Emery Lumumba, c'est un nationaliste, comme Étienne Tshisekedi. Un président qui a la volonté de faire avancer le pays. Je vais vous donner un exemple, peut-être. Les jours où le maréchal Mobutu quittait le pays, Mobutu, exemple, a laissé cette entreprise, on a tracé des bateaux 8 trains. Mais le jour de la remise et reprise entre l'ancien président Kabila et le président Tshisekedi, de tracer des bateaux à zéro train. Le président Tshisekedi a trouvé cette entreprise zéro bateau, zéro train. Et aujourd'hui, il y en a combien avec à ce jour, il y a reprise des trafics fluvial. Avec combien de bateaux, justement? À ce jour, nous avons 4. Avec quelle volonté? Vous savez que, M. Jacques, si vous visitez Bichingobila, nous sommes le deuxième pays en Afrique d'avoir un quai flottant. C'est grâce au président de la République. Aujourd'hui, à ce jour, nous avons 5 canaux VIP. C'est toute la première fois. Toute la première fois depuis l'indépendance. C'est le président Tshisekedi, Kano Mobutu, VIP, Étienne Tshisekedi, Simon Kimbangu, Kipanvita et d'autres. Et 6 en instance, c'est-à-dire à fabrication d'ici 2 mois. C'est un nationaliste. Et donc, nous condamnons fermement cette agression. Je crois que ce qui passe, qu'il faut prendre les armes pour gérer le pays, mais Dieu seul sait. Voilà. Alors, M. Raphaël, 30 ans de guerre, si on peut aussi parler de cette agression, la dernière, l'agression rwandaise avec le M23 AFC, est-ce qu'il y a eu des conséquences sur le plan économique, par exemple, par rapport aux entreprises, au fonctionnement des entreprises? Quelles peuvent être les conséquences ou les effets néfastes de cette guerre dans les entreprises publiques? Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord épingler un point important. Tout à fait, allez-y. 30 ans de guerre. Près de 12 à 15 millions de citoyens congolais tués.
dernièrement, le pays agresseur, le Rwanda, a célébré le génocide rwandais. Mais c'est que les gens oublient, un peuple qui a connu le génocide, il vient faire le génocide dans un autre pays. Est-ce que c'est normal? Même les gens qui sont en train de les motiver, de les pousser à nous faire la guerre. Parce que c'est une guerre qui a pour objectif seulement de nous rafler, seulement de nos minéraux. C'est ça la réalité. Les multinationales anglo-saxonnes, ce sont elles qui sont derrière. Parce que les Rwandais, seuls comme ça, là, ne peuvent pas faire face au grand Congo que nous sommes. Mais nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui sont derrière. Combien de pays n'ont jamais condamné les Rwandais? Et même si on le fait, ça n'a pas de sens, c'est trop léger. Tenez, l'Ukraine a été agressée. Toute la communauté internationale s'est mise debout. L'Israël a été agressé par les terroristes de Hamas. Toute la communauté est debout. Mais pour le cas du Congo, personne n'en parle. Personne. C'est comme si 12 millions pour eux, ça ne représente absolument rien. C'est encore insignifiant. C'est presque rien. Je ne sais pas ce qu'ils veulent attendre, qu'on puisse atteindre près de peut-être 30 millions. Pourtant, au Rwanda, c'est un petit nombre de citoyens qui a été tué. Un petit nombre. Qui est insignifiant par rapport. Là, les tués, ça doit faire au moins déjà 3 ou 4 fois la population du Rwanda. Mais non, il y a des gens, aujourd'hui, qui croient qu'il faut récidiver l'histoire de 1997 pour venir prendre le pouvoir. Moi, je pense que ce n'est pas normal. Maintenant, les conséquences. Les conséquences maintenant arrivent. Mais aucun investisseur sérieux ne peut venir dans les pays pour investir. Pourtant, le pays a besoin des apports extérieurs. Le pays a besoin des investissements pour pouvoir remonter et sortir du gouffre dans lequel il était plongé pendant plusieurs années. Prenez le cas de l'entreprise télécommunicative. Le trafic aujourd'hui vers l'Est, vers pratiquement Kisangani, devient problématique. Même si on envoie des bateaux, nous avons encore l'expérience du passé, pendant la guerre, on avait raflé des bateaux. Donc les gens, même les gens qui doivent, même les petits citoyens qui font le trafic, hésitent un peu à prendre le bateau pour se déplacer dans ce coin-là, à cause de l'insécurité. Et en même temps, nous sommes fichés comme étant un pays en guerre, donc même au niveau de l'Ouest, au port de Matadi et tout ça, il n'y a pas beaucoup d'investisseurs qui viennent, il n'y a pas beaucoup d'opérateurs économiques. Donc, c'est-à-dire que des entreprises, bonnes entreprises sont en train de payer. C'est-à-dire que c'est en quelque sorte, on peut dire que la guerre est en train ou a tué pratiquement les entreprises. La guerre a tué toutes les entreprises. Toutes les entreprises. Aujourd'hui, il est difficile que nos entreprises qui existent puissent faire face à cette situation-là. Donc voilà pourquoi il est nécessaire que la guerre puisse prendre fin. Ensuite, là je reviens je regarde mes frères politiciens, responsables des partis politiques et tous ceux qui gravitent autour. L'Israël a été attaqué par les Hamas. Tout le monde s'est mis debout. Ils ont oublié leurs divergences. Tout ce monde, les grands politiciens juifs, ont tout oublié. Ils ont formé un gouvernement de guerre. Il n'y a pas eu de négociation. Il n'y a pas eu de consultation pour former même un gouvernement d'union nationale. Donc, cela veut dire que les gens ils ont été touchés. L'esprit nationaliste s'est mis debout et tout le monde a accepté de faire la guerre d'abord à l'adversaire, à l'ennemi, quitte à revenir à nos dissensions, nos divergences politiques plus tard. Mais dans notre pays, les gens trouvent que non, il faut d'abord aller négocier, que ce soit les politiciens, et nous avons vu même les religieux, ils ont emboîté le pas, c'est très dangereux. Vous emboîtez le pas pour soutenir les gens qui ont tué. Et vous vous dites que vous êtes religieux. On va en parler. Je pense que c'est une lecture peut-être... ils ont préféré voir tout le monde, hein, les religieux. Donc, en fait, je referme la parenthèse. Alors, vous avez parlé des consultations, les efforts. En principe, tout le monde devrait prêcher l'unité pendant cette période de guerre. Et ces efforts-là sont en train d'être entrepris par le chef de l'État, bien entendu. Il est en train de voyager ça et là pour chercher une solution. Monsieur Armand Ossasser, vous estimez que
ces efforts sont quand même louables, ou tous ces voyages qu'il est en train d'effectuer, qui hier ont causé beaucoup d'interprétations dans l'opinion. Je crois que nous devons être fiers du chef de l'État. C'est un nationaliste. Je vais vous donner quelques exemples. Le président de la République est sous souci, c'est-à-dire de voir l'élan du pays, que les Congolaises vivent en paix, qu'il y ait des opérateurs économiques extérieurs, des investisseurs tels que camarade Moukala vient de le dire. Et c'est ça ce souci. Je vous donne un exemple sur notre domaine de transport. Vous savez que nous avons un plan directeur présenté au chef de l'État, moi-même, c'est moi, présenté au président de la République, la reprise des transports fluviaux, des bateaux verbarges dans la ville de Kinshasa, 6 trains, 2 axes Kitambo, 2 axes Massine, 2 axes Maté. 3. Achat de 28 taxis fluviaux, 20 vers Maloukou, avec un petit coût, 3 000 francs. 5 vers Kitambo, 3 Kinshasa, Brazzaville. À l'heure où nous parlons, cette entreprise a train d'être remontée. Prenons le cas de la SONAS. Le président Mobutu quittait le pays. Le maréchal a laissé la SONAS. Plus de 12 000 $ de provisions techniques. Mais le président Tshisekedi a trouvé cette entreprise dépiécée. Je vous donne un exemple. Il y a ce qu'on appelle la loi sur la libéralisation des secteurs des assurances. C'était l'initiative pour démembrer les pays, vendre la sécurité des pays parce qu'il y a des brèches obligatoires. Ce n'était pas pour adapter le pays aux nouvelles orientations. Mais c'est Jacques, vous prenez les codes des assurances. À s'adapter à la mondialisation. Vous prenez les codes des assurances de la Tanzanie et de Rwanda. C'était copié. Et notre code des assurances, c'était juste copier, changer les articles. Un, peut-être 5, 6 inversés. Si c'est bon, en quoi cela peut voilà. Aujourd'hui? Après la libéralisation des secteurs des assurances, parce qu'il y a des branches à caractère de souveraineté du pays. Assurance automobile. Nous sommes les seuls pays au monde où à 99% des véhicules circulent sans assurance. Deuxième, la tourisme chantier, RC Transport, prenons en 2008, l'espère est là. La transformation des entreprises publiques en sociétés commerciales et établissements publics, c'est une façon pour l'ancien régime de démembrer, infiltrer le pays après réforme des entreprises. On a traité 0 et Maréchal nous a laissé avec 0 arriéré. Joseph Kabila quitte le pouvoir à 28 mois. Prenez le cas de la SONAS, SNEL, Régie des eaux. Et le président de la République a compris que pour faire remonter le pays, il faut aller vers l'extérieur. Il se promeut pour l'honneur, l'avantage du pays. Et à ce jour, c'est les mêmes personnes qui vont nous donner des leçons. Non, vous venez avec un esprit de polémique sur ce plateau. J'ai besoin de réflexion. Gardez votre souffle. Alors, parmi ces efforts du chef de l'État, vous avez dit, je crois, M. Raphaël l'a relevé ici, c'est la guerre, il y a disparité d'idées, il a voulu maintenant, il a tendu la main à tout le monde pour la formation d'un gouvernement d'union nationale, n'est-ce pas? Que tout le monde puisse apporter sa pierre à l'édifice pour que la paix règne. Alors, M. Raphaël, quelles sont concrètement vos attentes par rapport à ce futur gouvernement d'union nationale? Comment voulez-vous qu'il soit? Et il doit répondre impérativement à quelles questions, à quelle attente aujourd'hui de la population? Vous m'avez suivi tout à l'heure, je disais que moi, je n'étais pas très chaud à l'idée. C'est votre point de vue, argumentez, expliquez. L'idée d'un gouvernement d'union nationale, où moi je suis prêt pour un gouvernement de guerre. C'est notre point de vue. C'est un point de vue qui est normal. Que et le gouvernement de guerre, le gouvernement national, la différence, vous la placez où? La différence, c'est d'aller les gens qui vont être nommés ministres à l'expérience de l'Israël, ils sont là pour faire la guerre. D'abord, chasser l'ennemi, bouter l'ennemi dehors, et on va revenir maintenant faire revoir d'autres situations. Tant que cette situation déstabilisera, continuera à déstabiliser notre pays, nous ne serons pas en paix.
On a commencé avec un territoire, maintenant ils ont des pans de territoire. Oui, le gouvernement de guerre que vous proposez, vous estimez que ce soit la solution alors qu'il y a des fils maison qui sont justement en train de prendre les armes contre le pays. Vous ne pensez pas que pour dissiper toutes les frustrations, il a bien fait de tendre la main à tout le monde, d'avoir un gouvernement où tout le monde va se retrouver pour vider le prétexte de... Les camarades de Armand Ouattara dit, est-ce qu'il faut tuer pour devenir ministre? Maintenant, les parents, les victimes, comment on va réparer? Que peut-on faire pour eux? Vous avez connu l'histoire de notre pays avec le RCD Goma et ainsi de suite. Mais finalement, ces gens sont devenus ministres. Est-ce qu'on a ressuscité les gens qui étaient tués? Est-ce qu'on a payé, on a dédommagé leurs familles? Rien du tout. Quand nous regardons les massacres qui sont en train d'être faits au niveau de Goma, au niveau de Bukavu, où maintenant la population qui pensait trouver mieux, maintenant se retrouve dans une prison à ciel ouvert. Aujourd'hui, quand nous regardons ce qui se passe, est-ce que vraiment il faut appeler ces gens pour qu'ils viennent? Excusez-moi, moi j'ai un avis très radical, c'est-à-dire ces gens-là méritent la mort. Voilà. Un gouvernement de guerre. Une voie de guerre, tous ceux qui ont pris les armes pour tuer, qui ont tué, doivent être aussi tués. Un peu mal. Alors, M. Armand, un gouvernement non national, pour quelle attente selon vous? Qu'est-ce que vous attendez de ce gouvernement? Je crois que le président de la République a les soucis. Il a bien fait de rassembler tous les filles et fils du pays. Mais néanmoins, il y a des problèmes. Mais c'est déjà que depuis le 22 mars 2025, que le conseil spécial du chef de l'État a été saisi par notre requête. Parce que nous avions sollicité d'être aussi reçus. Parce que vous ne pouvez pas former un gouvernement d'union nationale, ça fait les états généraux de la situation, de la gestion du pays au niveau des entreprises publiques. Parce qu'aujourd'hui, à 85% des ressources du pays proviennent des entreprises, régies financières. Et vous allez aujourd'hui nous écarter, parler seulement avec les politiciens. Ça ne sera pas un gouvernement. Je rappelle que le conseil spécial du chef de l'État a reçu d'abord les politiciens, beaucoup de politiciens, les membres de l'UCN, et puis il y a aussi eu quelques opposants qui sont passés là-bas. Et la société civile est en train d'être reçue également. Je crois que vous, les syndicalistes, vous n'êtes pas encore reçus? Mais c'est Jacques, je crois que nous sommes de la société civile. Et je vous rassure, je parle devant tout le monde. Nous sommes des leaders où nous avons une masse. Nous, d'abord, les syndicalistes, nous avons l'écoute vis-à-vis des travailleurs. Vous pouvez consulter un membre de la société civile ou un politicien, mais derrière lui, il a combien déjà? C'est un problème. Il faut voir si la place de la représentation géographique. Parce que vous ne pouvez pas former un gouvernement d'union nationale. Souvenez-vous, à l'époque de Sun City, le président Papa Tshisekedi disait, vous allez prendre des gens qui n'ont même pas 10 personnes, parce qu'il est politicien, il est de la société civile, et vous les nommez ministre, il représente quoi? Il représente comment? Et combien? Non, mais attention, sur le plan politique, alors, il y a le poids politique qui compte. Non, d'autres sont... Dans votre regroupement, dans votre parti, vous avez combien de députés, vous avez combien d'élus, ça compte sur le plan politique. Peut-être d'autres, peut-être faire plein dans une salle, dans une petite salle, mais nous sommes... Prenons le cas de l'ONATRA. Une grande entreprise géographiquement représentée dans les 17 provinces. Mais c'est déjà que vous ne pouvez pas parler de la gestion ou former un gouvernement d'union nationale sans pénétrer les vrais problèmes du pays, les frustrations. Là, je rejoins camarade Moukala. Vous allez nommer déjà des bureaux. Non, il faut prendre déjà courageuses, déjà des femmes courageuses ou des hommes courageux pour faire face à l'agression du pays. Il y a plusieurs décisions du président de la République. Vous savez que les décisions du Conseil des ministres sont des décisions d'État. Oui, restons d'abord au niveau des consultations. Au niveau des consultations. Ouais. Voilà pourquoi notre requête, nous sollicitons, je retire à corps notre demande au Conseil spécial en matière de sécurité du chef de l'État de nous consulter aussi. Parce que nous avons des éléments nouveaux. Alors, monsieur Raphaël, quels sont ces éléments-là que vous jugez nécessaires à transmettre au Conseil spécial? Donc,
les éléments qui vont militer en faveur de votre réception. Pourquoi vous devez coûte que coûte être reçu par le conseiller spécial? Je voudrais d'abord donner une précision. Là. Le conseil spécial des chefs de l'État qui est chargé de la consultation a même reçu les étudiants. Cette question-là. Très bien. Cette question-là, si on la pose aujourd'hui aux étudiants, on posait la question aux étudiants, qu'est-ce que vous avez donné comme amené comme point de vue? Peut-être, mais nous sommes des acteurs de la société civile, nous sommes au quotidien avec les populations, les travailleurs, nos affiliés. Donc, ça dit, nous voudrons que, par exemple, qu'on réserve un quota, par exemple, une idée, qu'il y ait un quota qui soit réservé à la société civile. Et dans quel quota? Parce que vous avez vu notre gouvernement d'aujourd'hui qui est en place, que je salue les excellences, mais le gouvernement là, vous verrez, il y a beaucoup de la représentativité de mamans qui est bien respectée, et vous n'y a que des politiciens. Il n'y a que des politiciens, il n'y a pas de gens de la société civile. Or, la société civile, c'est elle qui vit au milieu du village, qui peut, entre l'opposition et la majorité, donner un certain point de vue qui serait même consensuel. Ça, c'était dans la première position. Deuxièmement, s'agissant pratiquement pour nous autres, les syndicalistes, nous sommes en train de défendre les travailleurs. Les travailleurs, le président de la République avait prôné le programme social, le quinquennat social, du social pour la population. Mais il faudrait que nous disions, voici ce que nous voulons que les futurs membres du gouvernement, s'ils sont jamais, si vous devez prendre, voici les points sur lesquels ils doivent travailler. Aider justement à ce qu'il y ait cette émergence sociale, notamment dans la situation, l'amélioration de la situation du travailleur, dans les conditions de vie, et préserver les carrières. Vous prenez les gens qui sont dans les informels. Hein? Vous avez vu combien de fois ils n'ont pas débrayé pour réclamer leurs droits. Ils ne sont jamais payés, ils n'ont pas de soins de santé, il n'y a rien. Personne n'écoute. Et même, des fois, le gouvernement est dépassé. Ça veut dire que votre voix doit obligatoirement être entendue. Nous devons être entendus et apporter ces éléments-là qui feront en sorte que, si quand on va former le gouvernement, on tiendra compte de ces points de vue pour qu'il y ait comme critère, bon, si on vous donne par exemple les domaines de tel... Aujourd'hui, le travail se trouve dans tous les domaines. La santé, le transport. Dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Donc, chaque ministre qui devra aller là-bas devra avoir une idée de ce qu'il devra faire pour les populations, pour respecter justement le quinquennat du social. Tant que les travailleurs, tant que les populations ne se retrouvent pas. Les camarades disaient que l'on a traité dans 17 provinces. Si aujourd'hui, les travailleurs entrants sont exemplaires, sont bien payés, et payés à temps, ils n'ont pas de retard. C'est-à-dire, vous irez même dans les petits villages, vous sentirez les populations vivre. Parce qu'il va avoir l'argent, il va aller acheter son pondou. Donc, tout le monde, la circulation de la monnaie, tout le monde va se retrouver. Mais tant que cela est fermé, il y a un problème. Il y a aussi un autre problème. Les transports multimodaux. À l'époque, on a fait les transports multimodaux, c'était effectivement l'homme blanc. À l'époque, c'était pour les transports des minéraux. Mais aujourd'hui, on a créé, on a dépaissé la Gégamine. La Gégamine n'existe que des noms. Mais on a créé des grandes sociétés. Manning, ceci, la production de la Gégamine qui était à de 300 000 tonnes, aujourd'hui à près de 2 millions, 3 millions. Donc cela devrait avoir un impact significatif sur les populations. Mais il n'y a rien. Au contraire, on a pris maintenant, les minéraux ne sont plus évacués par les entreprises. Monsieur Raphaël, j'ai décelé à vous, passez-moi le terme, ça va peut-être très dur, mais un peu de jalousie puisque vous avez comparé. Comment est-ce que les étudiants ont été reçus et pas nous? Non, c'est pas du tout. Les étudiants sont nos enfants. Oui, justement. C'est-à-dire que si on reçoit les étudiants, comment ne pas recevoir les organisations syndicales? Justement, c'est dans ce sens-là. Surtout l'administration. Voilà. Ou les entreprises. Je sais que le conseil spécial des professeurs d'université, il a peut-être préféré entendre ces étudiants, mais bon, je sais qu'il aura le temps de nous recevoir. Mais monsieur Armand, sur base de quoi situe votre inquiétude quand on sait que les consultations se poursuivent encore, le conseil ne les a pas bouclées, mais là vous dites que vous n'êtes pas encore reçu? Est-ce qu'on vous a dit que c'est fini, on a fini là, déposer son rapport? Vous ne croyez pas que vous pouvez être reçu dans cette fourchette de temps qu'il lui reste encore? Vous avez suivi les conseils spéciaux à ici, les étudiants.
aussi les amis de Fachi. Je vous donne un exemple. Les entreprises aujourd'hui contribuent aux efforts de la guerre. Et c'est très important. Les entreprises contribuent aux efforts de la guerre. Nous avons un plan directeur à présenter au Conseil spécial en matière de sécurité du chef de l'État. Vous allez consulter, boucler, oui, former un gouvernement d'union nationale. Mais la gestion des entreprises politisées, les mandataires sont des politiciens. Les mandataires préfèrent respecter les instructions de leurs secrétaires généraux des partis politiques que des instructions des organes techniques. Prenons les portefeuilles, les conseils supérieurs du portefeuille, qui donnent les instructions à l'époque de Maréchal. Tous les mandataires étaient suivis. Mais à ce jour, ils ont affaibli les CSP parce que les mandataires sont nommés. Dépendent de plus de leurs organisations politiques, de leurs plateformes. Exactement. Deuxième chose, M. Jacques, vous savez que nous sommes les premiers pays en Afrique où beaucoup de retraités ne sont pas payés, mais régulièrement. Prenons les cas. Nous avons un plan directeur à présenter au conseil spécial. Parce qu'aujourd'hui, prenons par exemple, au niveau maritime, à l'époque des maréchals, l'ordonnance est là. Un privé ne peut pas ériger un port international. Parce qu'il y a trois aspects. Un, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, aussi sur le plan de ratabilité. Que dit la Constitution, les articles 56, les accords, les arrangements, qui mettra demain les pays ou les entreprises dans les systèmes de pillage économique. 57 est clair. Tous ceux qui ont signé cet accord, ils ont commis des infractions de haute trahison. La loi sur la libéralisation du code des assurances, c'est une haute trahison. La loi sur le volet maritime, c'est une haute trahison. Réforme des entreprises que vous voulez apporter à la connaissance du conseil spécial, qu'il sache que les dangers sont à tel niveau et qu'on ne peut plus y revenir. Troisième aspect. Monsieur Jacques, vous êtes un prof. Vous savez que l'ONATRA, je vous donne un exemple de l'ONATRA. Nous sommes, l'ONATRA, la seule société dépiécée par les dinosaures de l'Ancien Régime, au-delà de 75 villas, confisquées par les politiciens. Les infrastructures de la société et des endroits hautement sécurité stratégique contrôlés. Je vous donne un exemple. En 2016, l'Ancien Régime va prendre une décision d'épiécer les chemins de fer de l'ONATRA. Ils sont amenés une société RSS, où l'ONATRA perçoit 20%, les privés 80%. Vous savez qu'en 2015, les traits que Maréchal Mobutu a 82, les dos diplomatiques, parce que Maréchal était fort. En 2015, ils sont allés acheter des wagons que le maréchal avait donné dans un pays d'eau diplomatique. En 2015, où l'ONATRA fait décaisser 20 millions de dollars. C'est le président Kabila qui était venu à la cérémonie. Voilà, je préfère que vous alliez là-bas. Aujourd'hui, les chemins de fer paralysés. Les rapports de l'IGF, Gilles Aligeti, qui démontrent noir et blanc comment l'entreprise est. Voilà, oui, avec tous les exemples que vous venez d'évoquer, je crois savoir que le conseiller spécial du chef de l'État, il va peut-être revoir un peu son horaire et vous accorder le temps, puisque on sent que vous avez des choses intéressantes ou importantes à dire pour l'avenir des entreprises publiques. Mais si nous ne sommes pas consultés, M. Jacques, je non, il n'y a pas d'ultimatum à la non, vous serez consultés. La Constitution nous donne ces droits. Nous allons retourner chez le président de la République. Voilà. Maintenant, on nous dit que il ne nous reste plus beaucoup de temps. Nous allons parler maintenant du cas spécifique de l'ONATRA. Oui. Il y a un gouvernement qui est arrivé, le gouvernement souminois, par rapport aux attentes, par rapport à tout ce qui a été décidé. Quelle est la situation aujourd'hui, l'ONATRA, par rapport à toutes les promesses qui ont été faites, par rapport à votre dette que l'État devrait solder, où toutes les signatures avaient été accordées? Est-ce que vous êtes payé aujourd'hui? Monsieur Jacques, qu'est-ce que le gouvernement souminois a fait concrètement
par rapport à votre situation à l'ONATRA? Ici, nous voulons féliciter les 3 ministres. Depuis que le Congo est Congo, l'actuel ministre des Finances, je suis syndicaliste, j'assume, il est le seul ministre à exécuter les décisions du chef de l'État pour la relance et le social du personnel. Vous savez que lors des tripartites, le 11 juin 2024, le président de la République veut donner 4 pays. À ce jour, le ministre Doudou Fouamba a prouvé face du monde que c'était nationaliste. 2. La subvention d'équilibre. L'ONATRA a été de fabriquer 6 canaux VIP grâce au vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba et le ministre Doudou Fouamba sur les décisions du président de la République. Parce que nous avons un plan directeur de 28 taxis fluviaux et la direction générale dirigée par le DG Martin a train d'exécuter. C'est toute la première fois. Nous avons un but quai flottant. Deuxième pays en Afrique. C'est grâce aux efforts du président répercutés, suivis par le gouvernement, le VPN Jean-Pierre Bemba et le ministre Doudou Fouamba. Il est le seul ministre des Finances à donner des moyens à chaque fois où il y a des institutions du chef de l'État. Ce sont là, nous sommes très reconnaissants. C'est-à-dire que le gouvernement Soumino a un peu fait bouger les choses en votre faveur. Exactement. Il faut le dire, hein? Oui. Puisque vous êtes syndicaliste, quand ça ne marche pas, avec des vous ne lâchez pas les plateaux de télévision. Exactement. Quand ça marche, vous devez également Oui, le dire. exactement. Parce qu'à ce jour, depuis la création de l'ONATRA, c'est toute la première fois que le gouvernement donne des moyens à l'ONATRA pour, fabriquer 6 canaux VIP. À ce jour, nous avons 5 canaux en mouvement et 6 à préparation. D'ici 2 mois, il y aura l'inauguration. Deuxième chose, oui, c'est grâce à Fachi, première compte, la cérémonie sociale. C'est toute la première, le président, deuxième président. Après, le président sud-africain, Nelson Mandela, qui avait retraité au moins 112, mais le président de la République avait retraité. Une cérémonie de 114 retraités payés. Et nous sommes dans deuxième phase parce que nous demandons le deuxième paiement de 100 millions pour exécuter les programmes ci après. Bon. Alors, une question. Qu'en est-il du terminal du port de Matadi, M. Raphaël? C'est un dossier, vous avez aussi trouvé une solution par rapport à ça, puisque hier vous étiez opposé à ce dossier. Aujourd'hui, qu'en est-il? Ok. Le dossier des ports de Matadi, au départ, les syndicalistes, nous n'avons pas été associés à ce contrat. Oui. Nous avions appris. Et quand on l'a signé, nous nous sommes intéressés à lire un peu le contenu du contrat. Et là-dedans, nous avons des gouvernements qui avaient des dispositions qui étaient des dispositions contre la survie de l'entreprise et contre la carrière des travailleurs. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des démarches. On a écrit, on a saisi de l'autorité. Finalement, nous avons été reçus par le chef de l'État. Il nous a écoutés, il nous a demandé, mais pourquoi vous êtes contre le contrat? Quand on lui a donné les dispositions qui fâchent dans les contrats, il a dit, mais c'est pas possible. Il s'est retourné. J'ai retenu une chose. Le président m'a dit que nous avons un chef de l'État qui est nationaliste. J'ai retenu une chose, j'ai dit, nous sommes en train de payer les fruits des mauvaises décisions prises par nos prédécesseurs. Alors, lui ne prendra pas de décisions pareilles parce qu'il ne peut pas hypothéquer l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Et c'est très important. Oui. C'est ainsi qu'il a dit, quand il a entendu ça, il s'est retourné vers les autres, il a dit, voilà pourquoi ce contrat n'a pas marché. Depuis 2021 jusqu'à ce jour, ça n'a pas marché. Nous sommes en 2024. Il nous a dit, allez amender. Harmoniser. Harmoniser. Voilà. Enlevez tout ce qui est fâcheux et faites en sorte que votre voix soit entendue. Et au cas où on ne le respecte pas, revenez chez moi et ce contrat-là risque d'être annulé. Nous sommes allés travailler avec des partenaires, des familles partenaires qui sont venus. Au départ, beaucoup de gens nous ont traités de tout le monde. Nous avons dit, il faut écouter ces gens. Il faut les approcher. Nous avons travaillé finalement, nous avons harmonisé, on a signé un PV d'harmonisation, la suite et la mise en Très bien, la fumée blanche est sortie. La fumée blanche est sortie et les conséquences. C'est là où je regarde le travail de l'ONATRA. Je leur avais dit l'autre fois
que ne suivez pas les gens qui vous racontent des histoires. Parce que même des fois, quand nous nous retrouvons dans des grandes salles de réunion, peut-être qu'ils n'apportent rien. Mais regardez les dividendes. Quand une entreprise, vous avez, là où vous aviez, vous engagez 3 millions. Et que par la suite, aujourd'hui, vous êtes en mesure de faire 9 millions. Et si vous avez gagné, vous avez perdu. Mais c'est un accord qui est favorable à l'entreprise. J'ai toujours dit ça. Et le président l'a répété. Et aujourd'hui, même ceux-là qui étaient contre, qui disaient que c'était un mauvais contrat, tous se sont précipités pour se retrouver dans ce contrat. Donc, voilà. c'est pour vous dire que non, le problème du port de Matadi, c'est la modernisation. Les chefs de l'État cherchaient la modernisation au même type que de type standard international, comme ça se trouve ailleurs. Pourquoi nous resterons toujours un peu en arrière-plan, plus de 50 ans? Alors, je vais peut-être vous poser la dernière question, vous allez me répondre, puisque nous sommes arrivés à la fin. Qu'en est-il maintenant des ports privés qui devraient être fermés? Ça fait plusieurs années. Les décisions ont été prises lors de 3 conseils de ministres respectifs. Aujourd'hui, quelle est la situation sur le terrain, M. Armand Ossassi? Merci, M. Jean. Je voulais juste ajouter puis répondre à cette question. Vous savez que depuis que les Congo, depuis que l'ONATRA, c'est toute la première fois que nous avons une taxe pour le sport fort social. C'est grâce au président de la République, après avoir amendé les contrats de Matadi. Et à ce jour, l'argent, l'effort social, c'est uniquement, pendant 5 ans, payer les décomptes finaux des retraités et les salaires dans les mois. C'est le président de la République. Et c'est toute la première fois. 2. Les dossiers des ports privés. Voilà pourquoi nous sollicitons auprès du conseil spécial. Qu'il vous reçoive, puisque oui, vous avez aussi des dossiers à lui rappeler. Exactement, à lui rappeler, parce que quand il était directeur des cabinets du chef de l'État, il nous avait réussi, c'était un certain jeudi, à 2 h du matin, avec des informations sur la fermeture des ports privés. Le vendredi suivant, il y avait une décision, 46e réunion du Conseil des ministres, où le président nous a donné raison. Il faut fermer tous les ports illégaux parce que la loi n'est pas respectée. 52e, il y avait une commission, oui, pilota Sota, que son âme repose à paix, les nationalistes, excellent chérubin, mais le rapport est là. Jusque-là, l'exécution pose problème. Qui ne veut pas exécuter? Qui bloque l'exécution? À son temps, c'est toujours des manœuvres politiques. Voilà pourquoi nous sollicitons pour rappeler à l'autorité, parce qu'il a le mandat du président. C'est lui que le président a placé sa confiance pour rassembler les composantes, bien qu'ils soient train de suivre d'autres déclarations qui ne veulent pas aller, alors qu'il n'apportera peut-être presque, bon, vous invitez peut-être la polémique, mais aussi, et oui, c'est un non-lieu et non-événement pour moi. Parce que hier, ils ont géré les pays, aujourd'hui, ils vont donner quelles leçons. Donc, et les conséquences des ports privés, c'est ils fuient d'aller être consultés parce qu'ils seront opposés. Mais ils ne sont pas obligés d'être consultés s'ils ne sont pas dans cette logique-là du chef de l'État d'accepter la main tendue. Libre à eux. Lorsque le FCC a refusé de participer, je crois. L'avocat a refusé, et puis le parti de Moïse Katoum, ils ne sont pas preneurs. Bon, vous prenez le cas de l'FCC. C'est un non-événement parce que Comment ça? Non, l'FCC va apporter quel élément? Ils ont géré les pays pendant 18 ans. 37 bateaux laissés par Maréchal. 8 trains laissés par Maréchal. En 2015, ils sont allés acheter pour les comptes de l'ONATRA des wagons que le Maréchal avait donnés dans un pays africain. Et quelles leçons? Peut-être qu'ils n'ont pas des éléments nouveaux à proposer au conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, parce que hier, c'est eux qui avaient la gestion du pays. Projet l'ONATRA, 38 mois de paiement. SONAS, 25 mois. Tous les retraités ne sont pas payés. Vous allez apporter quoi? C'est un non-événement. D'ailleurs, mon souhait qui n'aille même pas, parce que voilà, moi... on est arrivé. Alors, M. Raphaël, oui. Bon, moi, je voudrais donner une précision. Oui. Ce sont des frères. Pour ceux qui n'ont pas pris les armes, ce sont des frères congolais. Mais pour ceux-là qui avaient pris des armes, qui se retrouvent aujourd'hui sous prétexte qu'ils deviennent des opposants, qui n'oublient pas que le sang des innocents qui les ont tués, les réclament toujours, crient toujours. Je ne vais pas citer les noms des gens, ils se connaissent. Nous avions vu des images, les gens qui étaient dans RCD Goma, ils étaient là, tous les généraux, des colonels, militaires. Aujourd'hui, ils veulent donner quelle leçon aux gens.
pendant qu'ils n'ont même pas encore, ils ne sont même pas allés demander pardon à tous ceux qu'ils ont tués, tous ceux qu'ils ont abattus comme des chiens, ont tué des bébés, des enfants, ont dépecé, ont troué le ventre de maman. Tout ça, c'est horrible. Ce sont des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, pour lesquels un jour ils finiront par être jugés. Voilà. Maintenant, pour les amis, pour les autres. Très rapidement, oui. J'ajoute un élément très important. Si aujourd'hui la GECAMI n'est pas terre, si aujourd'hui la SNCC a des difficultés, si aujourd'hui l'on a des difficultés, mais c'est à cause des mauvaises décisions. On a dit, mais vendons, c'est dans le part des GECAMI au privé, ça va nous rapporter des millions. Qu'est-ce qu'on gagne aujourd'hui? Les GECAMI, 200 mois d'arriérés de salaire. La SNCC, c'est pas mon 80, ainsi de suite. C'est ça le bilan. Et vous voulez donner des raisons à qui? La voie nationale qui est servie d'évacuation des minéraux, ça empêchait même l'exode rural. Parce que les gens, tout le monde s'est retrouvé à l'intérieur. Ils n'avaient pas besoin de venir à Kinshasa. Mais aujourd'hui, quand on a supprimé tout ça, les trafics, les trains ne quittent plus Lubumbashi pour arriver à... Voilà, donc un non-événement pour ces gens-là, ils n'ont pas une recette à proposer. Surtout, ils ne sont pas des nationalistes. Moi, je dis qu'ils ne sont pas des nationalistes. Très le pays est en guerre, nous devons lutter. Tout le monde doit se réunir. Et si vous trouvez que vous ne voulez pas combattre, parce que vous avez des intérêts, ou bien vous avez des frères, ou des beaux-frères... Et c'est ça votre dernier mot également. Ah oui, je termine par là. Voilà. Et non, j'ai ajouté une chose. Oui. Je demande aux religieux de revoir leurs calculs. Ils sont là pour prêcher la parole. Ils ne sont pas là pour encourager les criminels. Encourager les criminels, demander à ce qu'on les intègre pour le bien de... Quel bien de la communauté. Et les morts. Merci beaucoup, Les religieux, ils prêchent l'amour du prochain, que ce soit ceux qui ont pris les armes, ce sont aussi le prochain. Ceux qui ont tué. La Bible dit qu'il faut pardonner 77 fois 700. Je ne suis pas dans un cours de théologie ou à l'église, merci. Alors, M. Armand, votre dernier mot. Et le dernier mot, je demande à tous les travailleurs de soutenir les chefs de l'État. Et nous demandons aussi au Conseil spécial en matière de sécurité du chef de l'État de nous accorder vraiment l'audience pour nous permettre de lui présenter les cahiers de charges et aussi un plan directeur pour la sortie de crise, tant économique, sociale que sécuritaire. Voilà, mesdames, messieurs, en tout cas, ça en est fini avec cette livraison de mise au point. Armand Ossa, c'est président de l'intersyndicale de l'ONATRA. Et Raphaël Moukala, expert du bureau de l'intersyndicat de l'ONATRA, était notre invité. En tout cas, ils ont démontré à travers des arguments la nécessité, l'impérieuse nécessité, voire l'obligation, parlant en ces termes-là, d'être reçus par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité qui consulte, puisqu'ils ont des choses à dire pour l'avancement de ces entreprises, pour l'avancement du pays en tout cas. Nous saluons également, à travers cette émission, le conseiller spécial du chef de l'État, le professeur Kolongele. En tout cas, j'espère qu'il nous suit bien et il va tenir compte de tout ce qui a été dit dans cette émission. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire merci à vous, les fidèles téléspectateurs. On se retrouve dans une semaine avec un autre numéro. Au revoir. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.